Salut toi! Aujourd'hui on va continuer l'histoire que j'ai commencé dans la vidéo précédente qui est l'histoire de mon test de QI et du coup comment est-ce que ça a impacté ma vie et comment est-ce que aujourd'hui je gère tout ça. Donc dans la partie 1 je vous ai expliqué ce qui s'est passé de la suspicion de ma douance intellectuelle, de ma précocité intellectuelle au test de QI en passant par mon passage dans une école Montessori jusqu'à la 6e où je suis entrée dans un système normatif, enfin rentrée dans un système normatif puisque je viens d'un système normatif de toute façon là où j'ai été diagnostiquée. Et du coup, nous sommes en 6e, enfin je suis en 6e, j'ai 2 ans de moins que tout le monde et je vais passer mon premier cours dans une classe dans un système normal. Donc si tu veux connaître tout le début de cette histoire, la partie 1, je vais certainement mettre une fiche quelque part dans la vidéo et elle sera en description, évidemment. Et voilà, donc premier jour dans un système normal. Je suis pas entrée dans un système normal depuis 2 ans, j'étais dans un système Montessori qui était trilingue, d'ailleurs j'ai oublié de le dire dans la première vidéo. Il était trilingue, donc à 7 ans, en sortant de cette... Non, à 9 ans, en sortant de ce système Montessori, je savais déjà parler couramment anglais et espagnol. J'avais 7 ans, donc je savais parler 3 langues couramment en sortant de cette école, et j'entre en 6e dans un système normal où je ne connais personne et où je ne connais pas le système. C'était la première fois que je devais m'asseoir à une table pour travailler et qu'on m'assignait un travail que je ne choisissais pas moi-même. C'était très perturbant, mais en même temps c'était nouveau, donc pourquoi pas. Premier cours, 6e, premier cours de l'année, anglais. Donc j'étais déjà parfaitement bilingue en anglais, je vous le rappelle. Et évidemment, comme j'étais la petite nouvelle, j'étais la première personne qui a été interrogée. La prof s'attendait à voir quelqu'un, voilà, une enfant qui ne savait absolument pas parler anglais pour apprendre, sauf que je parlais déjà parfaitement anglais. Et du coup, ça a été une vraie surprise pour elle, ça a été une vraie surprise pour tout le monde. Et les enfants n'aimant pas beaucoup la différence, ça a été ma première expérience de rejet collectif et de vraiment marginalisation, mais collective quoi. Toute la classe, même les profs, 0% bienveillance, rien du tout. Et c'est là que commence le harcèlement. Top. Donc voilà, ça c'était vraiment la découverte du rejet. Donc c'est compliqué d'expliquer ça. Franchement, je sais que la plupart des gens qui sont intelligents, que vous soyez surdoué, diagnostiqué ou pas, que vous ayez une intelligence en arborescence ou pas, à partir du moment où on a une différence qui est notable et qu'on ne peut pas cacher dans le système scolaire, il y a de fortes chances qu'on soit rejeté. Et le rejet, c'est pas du tout quelque chose qui est agréable. Encore moins quand on a cet âge-là et qu'on est fragile, qu'on est hypersensible, qu'on est dans un système qu'on ne connaît pas, qu'on est dans une nouvelle classe, qu'on est dans une nouvelle école, enfin tout était nouveau. J'étais nouvelle, j'étais différente et j'étais marginalisée. Et en rentrant le soir de l'école, je me retrouvais dans une famille qui était elle aussi maltraitante psychologiquement. Donc ça a été une période de ma vie qui était extrêmement, extrêmement difficile. Très, très, très difficile. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour passer au-delà de cette période sans grosses séquelles. Alors si, c'est sans grosses séquelles. Faut savoir que moi, mon mécanisme de défense préféré, un mécanisme de défense, c'est une réaction à l'angoisse. On peut réagir de plein de manières différentes à l'angoisse. Ça peut être
avec de l'humour, c'est un mécanisme de défense qui est très bien, ou alors avec de la peur, avec de l'angoisse, je sais pas, avec des cris, avec de la colère. Moi, mon mécanisme de défense préféré face à l'angoisse, c'est l'oubli. C'est l'oubli, c'est refouler les souvenirs, c'est vraiment quelque chose que je fais très très bien. C'est hyper paradoxal parce que j'ai une très très bonne mémoire. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a même le nom de mes profs, le nom de certains de mes camarades, je m'en souviens extrêmement bien. Et voilà, le fait d'oublier quelque chose, c'est quelque chose de vraiment significatif chez moi. C'est quelque chose qui a été voulu. D'oublier quelque chose, c'est quelque chose qui est voulu, ouais. S'en souvenir, pas du tout, c'est quelque chose qui est plutôt naturel. Donc le fait que j'oublie à ce moment-là plein de choses et que ça me revient maintenant en parlant, c'est quelque chose de normal. Et si vous avez expérimenté ça, vous avez très certainement expérimenté des traumatismes. Donc réfléchissez-y et réfléchissez à un accompagnement adéquat, vraiment, parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui est spécialisé dans les traumatismes. Voilà, parenthèse faite. Donc je suis ressortie de cette période-là avec je crois que ça s'appelle la trichotillomanie. C'est la première fois que j'en parle en vidéo, c'est la première fois que j'en parle tout court, je crois, d'ailleurs. C'est la tendance à s'arracher les cheveux. C'est un TOC, un trouble obsessionnel compulsif. Et apparemment, dans la psychanalyse, on associe ça à la féminité. Les petites filles qui s'arrachent les cheveux, généralement elles ont des problèmes avec leur féminité. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai commencé à m'arracher les cheveux de manière très intelligente, parce que je m'arrachais les cheveux dans des endroits où on voyait pas trop, au milieu de ma tête, au-dessus, derrière les oreilles, ce genre de choses. Je suis désolée pour les gens que ça heurte et que ça choque et chez qui ça fait écho à des choses très dures. J'y ai pas pensé avant de le dire, donc je suis vraiment désolée. J'essaierai d'y réfléchir avant d'en parler la prochaine fois. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il y a des gens qui choisissent les scarifications, il y a des gens qui choisissent... il y a des gens qui se scarifient, il y a des gens qui entrent dans une dépression très forte. Moi, je pouvais pas faire tout ça parce que si j'entrais en dépression, je pense que ça pouvait atteindre à ma vie et que je n'avais pas envie d'atteindre à ma vie à ce moment-là. J'avais envie de continuer à vivre et à continuer à être dans l'action. Donc pour évacuer mon anxiété, je m'arrachais les cheveux. Et je l'ai fait pendant très 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 longtemps, pendant beaucoup de temps dans ma scolarité. Je crois que ça s'est arrêté vraiment très très tard, genre vers mes 27 ans, quand j'ai commencé à faire une thérapie, quoi. Donc là, vraiment, ça a été terrible pour moi. Il y a eu de grosses expériences de rejet, avec de grosses expériences de refoulement et d'oubli, parce que j'ai subi plein de traumatismes pendant cette période-là. Donc je suis restée dans le même collège de ma 6e à ma 4e. Et ensuite, en 3e, mes parents ont déménagé et je suis allée dans un nouveau collège. Et c'est là que j'ai découvert le faux self. Alors le faux self, c'est quoi ? Le faux self, c'est la personnalité qu'on endosse dans chacun des contextes de notre vie. Donc on montre une partie de notre personnalité au travail, on montre une partie de notre personnalité en couple, on montre une partie de notre personnalité à nos amis, et en allant faire les courses, ceci, cela, et chacun des contextes montre une partie de notre personnalité qui est différente. Le faux self, c'est endosser une personnalité qui n'est pas la nôtre, mais qui est acceptable dans le contexte dans lequel on évolue à ce moment-là. Et quand j'ai changé de collège, j'ai pu endosser une personnalité qui n'était pas la mienne et qui était plus facile à endosser à ce moment-là pour ne pas être rejetée. C'était un mécanisme de défense qui m'évitait d'être harcelée et d'être maltraitée à ce moment-là. Donc je me suis montrée moins intelligente, je me suis montrée moins drôle, plus effacée, plus timide.
je me suis montrée moins moi pour avoir plus d'amis. Et ça a bien marché, puisque de cette période-là, je n'ai gardé aucun ami, puisque si je les avais gardés, franchement, ils n'auraient aimé une partie de moi qui n'existait pas, et aujourd'hui, je pense qu'ils se seraient séparés de moi, puisque je suis enfin moi-même. Donc voilà, le faux self, c'est quelque chose qui est très courant chez les HP, et c'est à partir de ce moment-là, du moment où j'ai endossé ce faux self, que j'ai refoulé complètement le fait que j'étais surdouée. Toutes les choses qui faisaient en sorte que j'étais intelligente, je disais, et ça c'est une croyance limitante que m'ont appris mes parents, mais qui m'ont servi à utiliser ce faux self, je disais que à chaque fois que j'étais intelligente, c'est parce que j'étais une enfant surdouée, mais que maintenant je l'étais plus. Vraiment, mes parents m'ont appris que la douance intellectuelle, c'était comme une allergie. Voilà, c'était un truc qui t'arrive dans l'enfance, et puis à l'adolescence, ça part, quoi. Les gens te rattrapent intellectuellement. Mais non, enfin, non. D'ailleurs, si vous pensez ça aussi, effectivement, il y a certains types de précocité qui peuvent se rattraper. Par exemple, la précocité motrice, un enfant qui apprend à je sais pas, marcher très très tôt, bien évidemment qu'au bout d'un moment, les autres enfants finissent par le rattraper. Mais la précocité intellectuelle n'est pas une précocité qui se rattrape. C'est une forme d'atypicité, c'est une neuroatypicité, c'est une intelligence qui est atypique, c'est une forme d'intelligence qui n'est pas pareille que celle des autres. Donc on n'est pas plus intelligent que les autres et les gens nous rattrapent, non. On réfléchit différemment que les autres, et jamais personne ne pourra nous rattraper, puisque on n'est pas pareil, quoi. On est des carrés dans un monde rond, donc ça peut pas fonctionner comme ça. Donc j'ai oublié que j'étais surdouée à ce moment-là, ou alors, je sais pas, j'ai intégré le fait que j'étais une enfant surdouée, mais que maintenant je l'étais plus. Voilà. Donc je me considérais plus comme intelligente, je me considérais plus comme atypique, non, je faisais tout pour rentrer dans le moule, quitte à ne plus être moi-même. Et c'est comme ça que j'ai vécu tout mon lycée. Ensuite, il y a eu le divorce de mes parents, j'ai beaucoup déménagé, je déménageais donc, du collège donc de ma 4e à la 3e. J'ai déménagé dans le sud de la France, je suis restée pendant 2-3 ans, quelque chose comme ça. Ensuite mes parents ont divorcé, on est retourné en région parisienne. Et c'est là que j'ai commencé la fac. Une fois que j'ai eu mon bac. Période très difficile de ma vie, parce que comme je ne savais pas que j'étais surdouée, comme je l'avais oublié, comme je l'avais refoulé, on n'a jamais pris le temps de m'expliquer ce que c'était que l'arborescence. L'arborescence, c'est un type d'intelligence dont j'ai parlé dans une de mes vidéos auparavant. L'arborescence est un type d'intelligence qui fait que on ne réfléchit pas de la même manière que les autres. Et du coup, il est très difficile, quand on a une intelligence en arborescence, de trouver ce qu'on va faire dans la vie, puisque comme on sait tout faire, un petit peu, qu'on est bon en tout mais expert en rien, eh bien on ne sait pas ce que c'est que d'être expert, et donc on ne sait pas ce que c'est que de devenir expert en quelque chose. Donc choisir des études pour devenir expert, c'est extrêmement compliqué. Donc j'ai fait une première année de droit qui ne m'a pas plu, j'ai arrêté au bout de 3 mois je crois, parce qu'apprendre des trucs par cœur pour rien, ça me saoulait. Je me suis rendu compte bien plus tard qu'en fait c'était le principe de la fac d'apprendre des trucs par cœur pour les recracher après, mais bon, je ne savais pas. Ensuite quelqu'un m'a dit Tevy, tu parles déjà 3 langues, le chinois c'est l'avenir, apprends le chinois. Ok. Du coup je suis allée faire une licence de chinois qui ne me sert toujours pas aujourd'hui, ça ne sert vraiment à rien. Je me suis dépatouillée entre les formations de trucs, de machin, pour au final devenir assistante de direction. Et non,
mon premier CDI, ça a été être assistante administrative, assistante informatique, pardon, dans une très grosse boîte où j'étais enfin stable. J'avais un compagnon stable depuis longtemps, avec qui on a emménagé. J'habitais dans un grand appartement dans une banlieue chic d'Île-de-France. J'avais un CDI dans une grande boîte avec un CE, avec plein de trucs, plein d'avantages, des tickets resto et tout. Et malgré tout ça, malgré tout ce parcours, j'étais toujours pas heureuse. Mes relations avec mes parents étaient au plus mal. Mes relations avec mon copain de l'époque étaient très mauvaises aussi. Mes relations avec mes amis étaient affreuses. Au travail, j'étais malheureuse. Et quand tout ça a explosé, j'ai décidé d'aller faire une thérapie, d'aller voir un psy. Ça a été une psy. Ça a été très dur de se rendre compte que j'étais assez mal pour aller voir quelqu'un et me faire accompagner. Ça a été une étape vraiment très 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 difficile dans ma vie. J'ai pas réfléchi très longtemps en fait, c'est bizarre hein, de dire ça, mais j'étais tellement mal que ça m'a poussée à aller très vite voir une psy qui était franchement la première sur les pages jaunes et la plus proche de chez moi. Hein. Je suis pas allée faire des recherches de ouf, je voulais juste quelqu'un qui me soulage là, tout de suite, maintenant. Donc je suis allée la voir. Dès la première séance, elle m'a dit que mes parents étaient extrêmement maltraitants. Et à la deuxième séance, quand c'est moi qui lui ai expliqué pourquoi mes parents étaient maltraitants, elle m'a répondu cette révélation-là, vous auriez dû la faire en 5 ou 6 séances. Je pense que vous êtes surdouée. Et je lui ai dit, effectivement, j'ai été diagnostiquée surdouée quand j'étais petite, mais maintenant, plus du tout. En fait, je suis adulte. Et elle m'a dit, mais on reste surdoué toute sa vie. Et là, j'ai fait... Et elle m'a dit, vous devriez vous renseigner sur le sujet et regarder ce que c'est que d'être surdoué quand on est adulte. Peut-être que ça répondra à certaines de vos questions. Et la séance était finie et on s'est arrêté sur ça. Le lendemain, je suis passée à la Fnac pour acheter des livres sur la douance intellectuelle. J'ai acheté L'adulte surdoué de Monique de Kermadec. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais je pense que c'est un bon livre pour commencer, pour savoir ce que c'est que la douance intellectuelle. Ça a été beaucoup de réponses à mes questions. Il y a eu beaucoup de choses dans lesquelles je me suis reconnue, d'autres beaucoup moins, et ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée parce que j'ai enfin compris pourquoi j'étais différente et pourquoi je me sentais mal. Je me sentais mal parce que j'étais pas moi-même. Je me sentais mal parce que pendant toutes ces années, je refoulais un souvenir qui, en fait, n'avait pas lieu d'être refoulé. Je me sentais mal parce que j'étais pas la personne que je prétendais être. Je me sentais mal parce qu'effectivement, j'étais différente. Je ne me sentais pas différente, je faisais pas semblant d'être différente des autres. Non, je l'étais vraiment. Je suis différente de 98% de la population. C'est comme ça. Et il y a un test qui le prouve. Et voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenue d'un détail assez important de ma vie. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ma restitution de mon test de QI n'a jamais été faite. Mais comme je l'ai dit aussi dans cette vidéo d'ailleurs, j'ai déménagé beaucoup de fois entre le lycée et la fac. Je suis allée de mon collège à mon lycée dans le sud de la France, je suis restée 2-3 ans, et puis ensuite mes parents ont divorcé et j'ai vécu seule avec ma mère en Île-de-France, donc j'ai déménagé du sud de la France en Île-de-France. Quand on est revenu en Île-de-France et que j'étais seule avec ma mère, elle travaillait beaucoup, évidemment,
puisqu'elle avait deux enfants, deux adolescents presque adultes à charge. Et du coup, je me retrouvais souvent seule, dans la maison familiale. Et un jour, j'ai vu des classeurs dans la chambre de ma mère, dont un TEVI, scolarité maternelle à CM2. Et je me suis dit, putain, il y a peut-être une réponse là-dedans. Et comme la vidéo fait déjà 20 minutes, on va garder ça pour demain parce que je pense que ça va durer assez longtemps. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, merci de me poser autant de questions et de laisser des commentaires aussi pertinents vidéo après vidéo. Ça me touche énormément et ça, comment dire, ça alimente ma passion pour mon travail et ma passion pour le fait d'accompagner les gens qui sont comme moi. C'est super cool. Merci. Voilà, si vous avez des questions sur mon histoire ou sur votre histoire, sur certaines choses, s'il y a des choses qui piquent votre curiosité, que vous avez envie d'en savoir plus, j'ai un lien Calendly que je mets dans toutes les descriptions de mes vidéos en dessous. Ça permet de prendre rendez-vous pour que je vous appelle. C'est un appel qui est gratuit, complètement. Et c'est un appel pour savoir si, voilà, votre problématique correspond à quelque chose que moi je peux solutionner. Et ça, moi, ça pourrait me permettre de savoir si je peux apporter de la valeur à ça. Et à la fin, on peut savoir si on peut travailler ensemble ou pas. Mais ça n'engage à rien, évidemment. Et si Enfin, voilà, si ta problématique ne correspond pas du tout à mon champ de compétences, ben, je peux te rediriger vers quelqu'un d'autre sans aucun problème, et ça est déjà arrivé, d'ailleurs. Et voilà, et si moi je peux apporter de la valeur à ce que tu traverses en ce moment, ben, ça pourrait te soulager de plein de trucs, et ça pourrait, comment dire, être beaucoup plus rapide que moi ce que j'ai vécu, qui a duré quand même plusieurs années de thérapie et plusieurs années d'errance diagnostique et beaucoup d'années de maltraitance scolaire et psychologique. Donc voilà. C'est tout. Allez, à demain. Bisous. Mouah.